Caroline Eliacheff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir contredit cette citation d'Henri Michaud. Ça commence bien notre petite conversation. Vous êtes pédopsychiatre et vous êtes psychanalyste. Vous avez eu le grand privilège d'être en analyse avec Lacan lui-même pendant plusieurs années. Et vous avez tiré de cette rencontre certainement une vocation d'écoute et d'analyse. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages, notamment deux ici présents. L'un est dédié à la comtesse de Ségur, une figure importante de l'enfance française et russe d'ailleurs. La comtesse de Ségur, Caroline Eliacheff, c'est paru chez Gallimard. Et puis très récemment, l'année dernière, vous avez publié un livre coécrit avec Céline Masson sur la fabrique de l'enfant transgenre, un phénomène de société que vous décrivez comme un phénomène très préoccupant, surtout dans la réponse que la société actuelle apporte à ces enfants qui se posent des questions sur leur appartenance masculine ou féminine. Vous avez rédigé dans votre parcours les scénarios des trois films de Claude Chabrol. Vous êtes la fille unique de Françoise Giroud. Vous avez eu vous-même 4 garçons. C'est pas la fille unique. Non, vous avez eu un frère, absolument, mais vous êtes l'unique fille. Voilà, c'est plutôt ça. Vous êtes l'unique fille de Françoise Giroud. Vous avez eu vous-même 4 garçons de 3 hommes différents, dont le premier est né lorsque vous aviez seulement 16 ans. Vous avez 12 petits-enfants et une dizaine d'arrière-petits-enfants. Cela vous permet d'observer cette génération au bon balcon, à la bonne distance, en tout cas de très près, ce qui nous permet d'avoir un éclairage aussi empirique, j'imagine, sur les questionnements qui leur appartiennent. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais moi-même jouer un peu à l'analyste. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous plier à un petit questionnaire, Caroline Eliacheff? Je suis tout à fait prête à me plier à votre questionnaire, mais ce n'est pas un questionnaire d'analyste, car l'analyste pose très peu de questions. Donc allez-y, je vous écoute. C'est moi qui vous écoute. Oui. Si vous deviez décrire votre enfance en 3 adjectifs, quels seraient-ils? Mon enfance a été heureuse, timide et réservée. Qui fut votre père? Alors mon père était quelqu'un de très particulier, il était russe. Il a émigré de Russie, ils ont eu la très bonne idée d'émigrer en Allemagne. Il était russe et juif. Il a émigré en Allemagne à peu près en 32-33, je ne sais pas exactement, au moment de la montée du nazisme. Donc ils se sont dit que quand même il fallait peut-être changer de pays. Il est venu en France à ce moment-là et il a rejoint un cousin qui était déjà dans le cinéma. Et donc il est devenu producteur pendant la guerre. Et c'est à cette époque qu'il a d'ailleurs rencontré ma mère. Voilà, quelqu'un de très particulier, qui ne m'a jamais dit qu'il était juif, qui m'a totalement coupé de sa famille. Et j'ai découvert qu'il était juif quand il est mort. C'est spécial. Spécial, oui. Donc quelle personnalité avait-il? Je l'ai très peu vu, très peu connu. Mes parents ils vivaient essentiellement en Italie. C'était à l'époque le roi de la coproduction franco-italienne, à l'époque où... Les grands cinéastes. Voilà, ouais. Exactement. Et les grands producteurs. Donc il était en permanence... voilà, mes parents se sont séparés. Donc en fait, je l'ai très très peu vu, assez peu connu. Et voilà. Vous avez parlé de votre mère le jour de son enterrement en des mots très pesés. Vous avez décrit Françoise Giroud comme voluptueuse, élégante, parfumée, le comble de la féminité. C'était il y a 19 ans. Comment son souvenir évolue-t-il en vous? Oui, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, la question du deuil est une question que je me pose souvent. Et on ne termine pas un deuil. Je pense à ma mère, j'y pense très souvent, mais ça n'est plus douloureux. J'y pense, voilà, je ne refais pas l'histoire, mais à une certaine époque, on décrit la relation qu'on a d'une certaine façon, et des années plus tard, on y repense de façon différente. Voilà, c'était pas commode, on va dire. La relation que j'avais avec elle était incompréhensible pour tous les gens qui m'entouraient. On se parlait peu, on se voyait peu. Et je pense qu'il n'y a pas une personne en qui j'ai eu plus confiance, et probablement réciproquement. Mais elle ne me l'a jamais dit. Et je ne le lui ai jamais dit. Donc voilà. Et vous l'avez analysé aussi comme quelqu'un qui n'a jamais
qui ne vous a jamais fait douter de son amour pour vous. C'est Oui, étonnant. Comment a-t-elle réussi ça? J'en sais rien, parce que je ne la voyais pas. On se parlait très peu. Et pourtant. Sécurité. Oui, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question en réalité. Je ne me suis jamais demandé est-ce que ma mère m'aime, etc. C'était comme ça, je la voyais peu, parce qu'elle travaillait, parce que c'était l'homme de la maison quand même. Je vivais avec ma grand-mère et c'était évident, enfin c'était une évidence. Il n'y avait même pas de question à se poser. Alors il faut dire que ma grand-mère adulait ma mère. Et donc ça a joué. Ah oui, un jeu de miroir. Oui, ma grand-mère avait une admiration pour ma mère absolument évidente. Et donc je partageais cette admiration, mais je n'avais même pas forcément besoin de le partager. C'était naturel, c'était évident. Oui. Mais je dois vous dire aussi que je n'étais pas au centre de sa vie, c'était tout à fait clair, mais elle n'était pas non plus au centre de la mienne. Même dans les jeunes années, dans les toutes jeunes années. Tout à fait. Et votre grand-mère avait pris cette place-là, déjà? Oui, enfin, je ne sais pas si elle l'avait pris, mais c'était comme ça. Je n'étais pas au centre de sa vie, c'était une évidence, mais je n'en souffrais absolument pas parce qu'elle n'était pas non plus au centre de la mienne. En tout cas, c'était plus tard, je dirais. Et aujourd'hui, avec le deuil Aujourd'hui, elle n'est pas au centre de ma vie, heureusement. Heureusement pour moi et surtout heureusement pour elle. Mais voilà, j'y pense avec... Curiosité, non? Non, curiosité, c'est pas ça. De temps en temps, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle penserait? Je ne suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connue, pour qui elle a raconté, qui m'envoient des petits mots en disant, tiens, on s'est dit là, devant tel événement, qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qu'on a comme ça dans la tête. Elle n'est pas la seule. Oui, auquel on se réfère. Voilà, vous parliez de mon analyste Jacques Lacan. De temps en temps, je me dis, qu'est-ce qu'il penserait? J'ai plein de gens dans la tête. Qu'est-ce qu'il me conseillerait ou comment il regarderait ça? Exactement, exactement. Vous avez vous-même été maman 4 fois. Oui. Entre l'âge de 16 ans, premier enfant, et le dernier. Quelle part de vous a émergé comme mère? Qui n'était pas là quand vous aviez 16 ans, parce que vous étiez très jeune, et qui a émergé au fur et à mesure de vos maternités? Écoutez, je pense que j'ai certainement pas été la même mère pour chacun, puisque les 4 sont nés à 7 ans d'intervalle, donc c'est à chaque fois une vie. Ils n'ont pas tous le même père. Donc ça, c'est eux qui pourraient le dire, moi je ne sais pas. En tout cas, ils ont tous, c'est des garçons. D'abord, c'est des garçons, c'est très bien, 4 garçons, c'est chic. Hein, c'est chic. Oui. Et voilà, je pense que j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Bien sûr, comme nous tous. Quelle force, Caroline Eliacheff, vous pousse hors de la maison à 14 ans? À l'âge de 14 ans. J'avais qu'une idée, c'était de sortir de la maison. Mais d'une certaine manière, j'étais déjà sortie parce que j'ai été élevée avec ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère est morte quand j'avais 12 ans. Donc à ce moment-là, j'étais en pension. Et donc il fallait en sortir. C'était très très bien comme pension. J'étais très heureuse là-bas. Mais voilà, j'avais envie de... Liberté. Non, j'étais très libre. Ma mère, je veux dire, je n'avais pas sur le dos. Franchement, je n'avais pas sur le dos. Mais j'avais envie, je sais pas, de devenir une jeune femme, de découvrir la vie, voilà. Une gourmandise, un appétit de la vie. Oui, certainement, certainement. Vous êtes comme votre mère, j'ai l'impression, très travailleuse. Vous êtes workaholic. Un peu trop travailleuse. Alors, quel serait le remède? Mais il n'y a pas de remède, ça va très bien comme ça me va très bien, j'ai pas du tout envie de me soigner. C'est un équilibre travail, vie personnelle qui est trouvé. Oui, écoutez, j'ai la possibilité de le faire. C'est une liberté incroyable de pouvoir travailler comme j'ai envie, quand je veux, de ne pas avoir trop de charges maintenant. Les enfants sont partis. Et sur des sujets que vous aimez. Oui. Dans l'exercice de votre métier de psychanalyste, est-ce que vous avez repéré des patients inaptes à la sérénité ou pas? À la sérénité? Oui. Probablement, ce n'est pas un motif de consultation. Ils ne viennent pas en disant je suis inapte à la sérénité. Oui. Mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à les ancrer dans une stabilité, dans une tranquillité. Mais ce n'est pas forcément le but. Oui. La tranquillité, c'est quand même du côté de la mort. Je crois qu'il ne faut pas être trop tranquille, il faut au contraire être un peu agité. Alors, vous savez, on va s'agiter toutes les deux là. Très bien. Venez avec moi. Caroline
Maria Chef? Vous êtes bien installée? C'est assez confortable. Voilà, vous avez publié il y a 1 an ce livre qui maintenant fait l'objet d'un rapport des sénateurs LR, La fabrique de l'enfant transgenre, comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire. Vous avez l'air de dire, vous dites tout simplement, vous dénoncez une sorte de naïveté de notre époque, de notre modernité, qui laisse finalement à des enfants et à leurs parents des choix bien trop précoces dans leur vie, qui sont souvent irréversibles. Et vous avez l'air de pointer du doigt, comme en poussant un cri d'alarme, l'étrange passivité que nous avons face à un phénomène qui devient un phénomène de société. Alors, d'abord, le rapport est un rapport sénatorial du groupe LR. Et ce n'est pas la suite du livre. Non, bien sûr. Les sénateurs du groupe LR ont décidé de faire ce rapport, où il y a eu 67 auditions, etc., etc. Alors effectivement, avec Céline Masson, on s'est alarmé à la suite de la diffusion du documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz, où moi j'ai eu un effet de sidération. Je ne connaissais pas, je savais évidemment que ça existait, mais même arrivé de recevoir des enfants qui manifestait le fait qu'il y avait un petit problème avec savoir si c'était des garçons ou filles, donc je savais parfaitement que ça existait, je reconnais parfaitement que ça existe. Ce qui nous a sidérés, c'est la réponse médicale. Je veux dire, moi je suis médecin, je suis pédopsychiatre, j'ai été sidérée par la réponse médicale. Alors, oui, donc... Qui propose immédiatement, finalement? Oui, alors attention, parce que évidemment, ce documentaire, c'est un montage, comme tout documentaire. Oui. Hein, mais il met en avant l'idée que le petit Sacha, qui dit qu'il veut être une fille, bah oui, ça y est, on l'engage, on lui parle de mettre de côté ses spermatozoïdes, etc., etc. Donc on est resté absolument stupéfaite. Et donc nous avons mené à ce moment-là une enquête, parce que franchement, moi j'étais pas du tout branchée sur ce sujet. Et voilà, nous nous sommes attelés d'abord à informer, avant tout à informer, parce qu'il y a vraiment un problème d'information. De quoi parle-t-on? À essayer de comprendre comment se fait-il que des médecins, pour qui personnellement j'ai le plus grand respect, sont embarqués là-dedans, comment ça se fait, comment se fait-il que, alors que nous avons commencé en retard par rapport à l'Angleterre et les pays nordiques, donc nous arrivons maintenant, nous voyons ce qui est arrivé là-bas, et nous voyons que ces pays, eux, réagissent, non seulement réagissent, mais changent la façon de traiter ces enfants. Nous, on en est encore à dire, il y a une controverse, peut-être que, etc., etc. En fait, ces pays nordiques, l'Angleterre, sont en train de réagir. Nous, on est encore dans une... Comment vous expliquez cette lenteur à la réaction, et comment vous expliquez que nous soyons aujourd'hui devant des cas multipliés par 4000 en 10 ans, je crois. Oui, ça c'est les chiffres anglais. Ouais. Alors déjà en France, on n'a pas de chiffres nationaux, donc c'est un peu compliqué. On parle de 300 enfants. Mais de toute façon, le nombre de centres dédiés augmente, ce qui veut dire que la demande augmente. L'idée, c'est quand même justement d'essayer d'éviter ce qui s'est passé notamment en Angleterre. Il y a un rapport qui vient de sortir, 4 ans d'études, etc., etc. Et ils arrivent finalement aux mêmes conclusions que le rapport sénatorial, qui est un rapport où un nombre de personnes ont été auditionnées, mais qui n'a pas l'ampleur et la dimension du rapport anglais, qui est exceptionnel. Et qu'est-ce qui bloque chez nous, alors, à votre avis? Qu'est-ce qui bloque? Il faudrait demander peut-être à ceux qui bloquent. Pourquoi ils bloquent et comment ils bloquent? Pourquoi ils bloquent? Alors, les médecins français, chefs de service des grands services, ont un discours tout à fait rassurant. Ils disent, mais nous sommes prudents. D'abord, il y a eu 1 an d'attente, donc ça leur permet d'attendre, ce qui est quand même un argument un peu... fallacieux, parce nous sommes prudents, nous faisons tout bien, etc., etc. À quoi nous leur répondons? Premièrement, que les jeunes sont reçus dans la France entière et pas seulement chez eux. Et d'autre part, nous avons en permanence des témoignages de parents qui ne nous disent pas du tout ça, qui nous disent les bloqueurs de puberté sont proposés très vite. Assez vite, pas très vite. En tout cas, avant c'était 1 an ou 2. Voilà, il faut pas. C'est quelques mois et 1 ou 2 consultations suffisent. Voilà, ça arrive en tout cas. Les jeunes qui prennent des bloqueurs de puberté, à 90% vont prendre des hormones croisées. Donc on voit bien que c'est ce que les Suédois appellent the trans train, c'est-à-dire le toboggan. Voilà.
Et vous diriez que les groupes de pression, les militants, sont en fait à pied d'œuvre pour oui. organiser cette sorte Alors, de... si vous voulez, ce que nous essayons de faire, c'est de replacer ce problème sur un plan médical. Sur un plan médical et pas sur un plan idéologique. Parce que l'idéologie, c'est de dire les enfants sont autonomes, les enfants savent ce qu'ils doivent faire, qui ils sont, le genre est fixé. C'est assez contradictoire, parce qu'on peut être tous les genres possibles, mais le genre serait fixé dans l'enfance. Voilà, ça c'est un discours idéologique qui ne repose sur aucune preuve. Le problème, c'est qu'il y a une controverse médicale. Actuellement, les traitements prescrits n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et surtout de leur innocuité. Ils ont plutôt fait la preuve du fait qu'ils ne sont pas si efficaces que ça et ils ne sont pas anodins du tout. Écoutez, est-ce qu'il y a un autre domaine dans la médecine concernant les enfants? Je parle uniquement des mineurs. Les majeurs font ce qu'ils veulent. Je n'ai aucune opinion sur les personnes qui veulent changer de sexe quand ils sont majeurs. Mais pour les enfants, est-ce qu'il y a un autre domaine où on accepte de leur prescrire un traitement qui n'est pas sur les bases sur lesquelles ils doivent être de sécurité? Eh bien, il y en a peut-être d'autres que j'ignore, mais en tout cas, ça s'en est un. Et c'est ça le scandale. C'est le scandale risque sanitaire. Oui. C'est le scandale sanitaire. Les risques physiologiques, c'est qu'on peut devenir stérile, on peut, dès 14 ans, avoir des opérations intrusives de façon irréversible. Alors, les seules opérations en France, c'est d'enlever les seins. Ne dites pas que c'est réversible, c'est pas réversible. Et donc, si vous voulez, l'idée d'interdire ces traitements, on a l'impression, une interdiction, si je vous interdis, je ne sais pas, de porter une chemise rouge, vous allez me dire, mais ma liberté. En réalité, cette interdiction, c'est pour qu'ils aient la liberté de choisir. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire. On nous dit, mais comment vous attentez à la liberté des jeunes? Ils ont le droit de dire, etc. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Les adultes ont le droit aussi de se comporter en adultes responsables. Et interdire ces traitements à ces jeunes, avec évidemment des exceptions, parce qu'en médecine, il y a toujours des exceptions, c'est pour leur donner plus tard la liberté de choisir. Et s'ils veulent choisir de changer de sexe quand ils seront majeurs, non seulement moi personnellement j'ai rien à dire, mais il n'y aurait rien à dire. Derrière ça, vous avez l'air de pointer cette génération d'adultes très désemparés devant des demandes d'enfants qui sont eux-mêmes absolument sous emprise des réseaux sociaux, qui appartiennent désormais à des communautés qui échappent à leurs parents, des communautés militantes qui leur montrent la procédure à suivre. Comment, dans ce livre, c'est très clair, vous avez l'air presque de pointer une dérive sectaire. Oui, dans laquelle, parfois, et qui empêche les parents finalement d'entrer en dialogue avec leurs enfants sur ces sujets, puisqu'ils sont déjà récupérés par tout un groupe. Oui, tout à fait. Alors les parents nous racontent effectivement, alors c'est surtout les parents de jeunes majeurs. Parce qu'à 18 ans, on est majeur devant la loi, on n'est pas forcément majeur psychiquement, encore que. Mais les parents nous racontent des ruptures totales, ils ne voient plus leurs enfants, qui sont effectivement, qui s'éloignent pendant des années, etc. C'est incroyablement douloureux. Alors, ce qu'on voit aussi, et qui est assez troublant, l'éducation a heureusement changé. Par rapport à la comtesse de Ségur, oui, par rapport à cette époque. Oui, voilà, par rapport à la comtesse de Ségur, l'éducation a changé. Et il arrive que les parents qui n'ont jamais rien interdit à leurs enfants, ou très peu de choses, se retrouvent face à des jeunes qui ont une certitude, ils ont soi-disant la certitude qu'ils ne sont pas dans le bon corps, ce qui est déjà un peu curieux, et ils n'ont jamais rien interdit. Comment interdire? En plus, ils sont désemparés. Est-ce qu'il faut interdire? Ça se discute, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils sont essentiellement désemparés, et pour certains d'entre eux, parce que quand on généralise, on a toujours tort, l'idée d'interdire quelque chose à un jeune, c'est une enfreinte. C'est très difficile. C'est difficile. Ils ne l'ont jamais fait. Et comment vous diriez que ça révèle notre époque, cette absence de capacité d'un adulte à se poser en adulte face à un enfant qui finalement est d'abord un être vulnérable? Écoutez, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Évidemment qu'il y a énormément de facteurs. Si vous voulez, moi je suis frappée par exemple par
l'état de santé mentale des jeunes. Hein, on dit qu'ils vont mal, etc. etc. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu beaucoup d'adolescents. Certains font une véritable dépression, et bien entendu on soigne la dépression. Et pour certains d'entre eux, il m'arrive de leur dire, écoutez, vous voyez l'âge que j'ai, moi je compte sur vous. Je compte sur vous, c'est vous l'avenir, c'est pas moi, c'est fini, c'est vous l'avenir. Faites-vous quelque chose qui a du sens pour vous, faites-vous quelque chose pour les autres. Est-ce que vous aidez votre voisin, n'importe quoi. D'ici la semaine prochaine, revenez et dites-moi, est-ce que vous avez fait quelque chose pour les autres ? Voilà, je pense que les adolescents, certains d'entre eux bien entendu, sont incroyablement centrés sur eux, sur l'état de la planète, etc., etc. Mais même sur l'état de la planète, qu'est-ce que vous faites ? Oui, la planète, ça va très mal. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose ? Voilà, il y a un manque d'élan vers faire des choses, etc., alors oui, ils vont mal, ils ont envie de se suicider, etc. Mais il faut quand même aussi les mettre en mouvement. Leur dire qu'on compte sur eux. Oui. Et quand on les soigne, c'est pas seulement accueillir le fait qu'ils vont mal, etc. Mais c'est leur dire, écoutez, moi je compte sur vous. Qu'est-ce que vous faites ? Revenez la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez fait. Il faut les regonfler un petit peu. Alors, on va vous écouter sur ce point, mais par ailleurs, la question de la position de victime. Elle est très stérilisante, cette position de victime. Alors, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Oui, alors j'aimerais beaucoup que vous arriviez à relier cette thématique du transgenre avec cette position de victime, finalement. Parce que c'est des personnes qui vont être sous traitement toute leur vie, après. Oui. Donc, ils étaient en bonne santé. Ils étaient en bonne santé. Ça n'est pas une pathologie. Ils demandent à la médecine un traitement à vie. Alors, certains vont arrêter. Ils vont arrêter le traitement, etc. Mais enfin, s'ils commencent, s'ils persistent, c'est un traitement à vie. Alors, la question de la victimisation, elle touche tout le monde, en particulier les minorités. Comment une minorité accède à des droits en se victimisant. C'est-à-dire, moi j'ai écrit un livre avec Daniel Soulez-Larivière là-dessus, il y a un certain nombre d'années. Je n'aurais pas pensé à quel point c'était... Ce serait visionnaire. Non pas visionnaire, parce que ça existait déjà, mais à quelle l'ampleur que ça allait prendre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas victime, grosso modo, si vous n'êtes pas victime, à 10 ans, vous n'êtes rien. Donc, et pour les femmes, pour les femmes, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que la victime est le héros de notre temps. Voilà, ça a changé aussi. Et ça écrase l'enfant, en fait, dès lors qu'il se perçoit comme une victime, puisqu'il n'est pas logé dans le bon corps, disons, et que les adultes portent sur lui ce regard-là. Vous diriez qu'il y a quelque chose de lui qui perd sa dynamique ou sa capacité à finalement faire ce qu'on a tous essayé de faire, dépasser nos limites, je ne sais régler pas. Nos sujets. Je ne répondrai pas directement à cette question. Les enfants, les adolescents expriment une forme de souffrance. Nous, notre groupe ne parle plus d'enfants trans. C'est un vocabulaire militant. Nous essayons de parler autrement et de prendre ces jeunes avec l'ensemble des choses qu'ils présentent. Et ils ne sont pas réduits à « je ne suis pas né dans le bon corps ». C'est d'ailleurs pas ce qu'ils disent. Les filles disent « je ne veux pas être une femme », ce qui est totalement différent, ça n'a rien à voir. Ça ressemble plus aux jeunes filles anorexiques que aux jeunes filles qui seraient trans. Ça, c'est une nouveauté. Avant, c'était essentiellement des garçons et des petits garçons. Maintenant, et là, vous dites que c'est 80%. 80% de filles adolescentes qui, du jour au lendemain, font une annonce en disant elles disent « je suis trans ». Il est probable que 90% et même plus d'entre elles ne sont pas trans. Elles expriment de cette façon, parce que dans la société, il y a tout pour s'exprimer de cette façon, une réelle souffrance. Une angoisse de devenir une femme. Oui. Et comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui, dans ce monde des femmes, vous qui les avez interrogées, les angoisse tant ? Qu'est-ce qui est angoissant ? La présentation victimaire des femmes, vous allez être violée, le patriarcat, etc., etc., franchement, c'est pas très engageant. Donc vous avez d'un côté la femme victime, forcément victime de tout, en particulier des hommes, mais aussi, si vous sortez dans la rue, vous allez être violée, vous ne pouvez pas porter de mini-jupe, etc., etc. Et à l'autre extrémité, les femmes puissantes, dites puissantes.
on peut n'avoir envie ni d'être violée, ni d'être une femme puissante. Alors comment on fait? Quels sont les modèles, etc. Oui. On est Caroline Eliachev. On tient en équilibre entre ces deux pôles, en effet, très très intimidants et pas du tout souhaitables. Et en tout cas, merci beaucoup parce que votre regard sur cette génération et sur ce sujet de société qui est devenu exponentiel, qui a pris une ampleur très très importante, est passionnant dans ce livre. Je rappelle que ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Caroline Eliachev, Céline Masson. Le titre, c'est La fabrique de l'enfant transgenre. Un grand merci d'avoir partagé votre analyse. Au revoir.